Allez, bonjour à tous. Le corps humain, c'est une machine assez incroyable qui a besoin d'énergie tout le temps. Qu'on soit en train de dormir, de réfléchir ou de courir, à marathon, nos cellules, elles réclament du carburant, sans aucune interruption. Mais alors, comment notre corps se débrouille pour fournir cette énergie en continu, alors que nous, on mange de temps en temps et que nos besoins, eux, changent tout le temps? Eh bien, c'est ce puzzle qu'on va assembler aujourd'hui. On va voir où le corps stocke son énergie, comment il contrôle sa libération, et à la fin, on verra comment analyser tout ça dans une épreuve type bac. Donc la grande question scientifique au cœur de notre sujet, c'est celle-ci. Comment l'organisme arrive à maintenir un équilibre énergétique stable? Et plus précisément, comment la concentration de son carburant principal, le glucose, est maintenue à un niveau constant dans le sang? C'est ce qu'on appelle la régulation de la glycémie, et c'est un concept absolument central du programme de spécialité SVT de terminale. Pour qu'on se rende bien compte du défi, regardez un peu ces chiffres. Ils nous montrent que la consommation de glucose par l'organisme peut quasiment quadrupler pendant un effort intense. On passe de 0,90 millimoles par minute au repos à 3,44. C'est une augmentation énorme. Ça veut dire que le corps doit avoir un système de gestion de ses stocks qui soit super réactif et efficace pour pouvoir compenser une telle demande. Bon, alors où est-ce qu'ils se trouvent ces stocks d'énergie qu'on peut mobiliser rapidement ? Notre première piste va nous mener vers un organe absolument essentiel. On part à la découverte de ce qu'on pourrait appeler la banque de sucre de notre corps, notre réserve stratégique. Figurez-vous qu'au milieu du 19e siècle, un physiologiste français, Claude Bernard, se posait exactement la même question. Et c'est grâce à une expérience qui est devenue hyper célèbre qu'il va faire une découverte majeure. Cette citation, elle retranscrit son étonnement. Il se rend compte qu'un foie qu'il pensait avoir vidé de tout son sucre est capable d'en produire à nouveau. Allez, on décortique ensemble cette expérience fondamentale qu'on appelle l'expérience du foie lavé. C'est simple. Claude Bernard prend un foie et le perfuse avec de l'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus aucune trace de sucre. Ensuite, il le laisse reposer 24 heures. Et là, surprise, le sucre est de retour. La conclusion est évidente, le foie, il ne fait pas que filtrer le sang, il a aussi la capacité de stocker et de libérer du glucose. Mais ce glucose, il est stocké sous quelle forme? Eh bien, il est stocké sous la forme d'une très grosse molécule, une sorte de long collier de perles de glucose, qu'on appelle le glycogène. Ce polymère, il permet de stocker une énorme quantité de glucose de manière très compacte dans les cellules du foie et des muscles. Et ça, c'est un détail biologique crucial. Il le fait sans perturber leur équilibre osmotique. En gros, le foie joue un rôle de tampon. C'est essentiel. Après un repas riche en glucides, il va capter le glucose en trop dans le sang et le mettre en réserve sous forme de glycogène. C'est ce qu'on appelle la glycogénogénèse. Et entre les repas ou pendant un effort, il fait exactement l'inverse. Il casse son glycogène pour libérer du glucose dans le sang. Ça, c'est la glycogénolyse. Parfait. On a donc notre banque de sucre, le foie, mais qui donne les ordres? Qui dit stop, on stocke ou allez, on déstocke? Qui est le gestionnaire de ce compte en banque énergétique? Eh bien, notre enquête nous mène à un autre organe, plus discret mais tout aussi important, le pancréas. Ce qui est fascinant, c'est de voir que la compréhension du rôle du pancréas, ça s'est construit sur presque un siècle. En 1869, Langerhans observe des petits îlots de cellules. 20 ans plus tard, en 1889, Minkowski prouve que si on enlève le pancréas, ça provoque un diabète. En 1921, Benting et Best arrivent enfin à isoler la fameuse substance active, l'insuline. Et il faudra attendre 1954 pour que la deuxième hormone clé soit identifiée. On voit bien que la science, ça se construit étape par étape. Le pancréas, c'est donc une véritable usine à hormones. Il produit deux messagers chimiques qui ont des effets complètement opposés. D'un côté, on a l'insuline, qui est sécrétée par les cellules bêta quand la glycémie est trop haute. C'est l'hormone qu'on dit hypoglycémiante. Et de l'autre côté, on a le glucagon, sécrété par les cellules alpha quand la glycémie est trop basse. C'est l'hormone hyperglycémiante. Un duo d'hormones parfaitement antagonistes. D'accord, mais concrètement, comment l'insuline agit? Ce n'est pas de la magie, c'est un mécanisme moléculaire d'une précision incroyable. L'insuline, c'est un peu comme une clé. Elle va se fixer sur son récepteur, la serrure, qui se trouve à la surface d'une cellule, par exemple une cellule musculaire. Cette fixation, ça déclenche un signal à l'intérieur de la cellule qui va ordonner à des transporteurs de glucose, les GULT4, de venir s'intégrer à la membrane. En gros, ça crée plus de portes d'entrée pour le glucose qui peut alors quitter le sang pour entrer dans la cellule. Le point vraiment crucial à retenir ici, c'est que tout ce système fonctionne comme une boucle de rétroaction négative. C'est un vrai thermostat biologique. L'augmentation de la glycémie stimule la production d'insuline. L'insuline, elle, fait baisser la glycémie. Et cette baisse de la glycémie, eh bien, elle stoppe la production d'insuline. C'est un mécanisme d'autorégulation super élégant et essentiel. Un exemple parfait à maîtriser pour le bac. Ok, maintenant qu'on a vu comment cette belle mécanique fonctionne quand tout va bien, demandons-nous ce qui se passe quand un grain de sable vient tout enrayer.
C'est exactement ce qui se produit dans les différentes formes de diabète, qui sont en fait des maladies de la régulation. Ce tableau y résume bien les différences fondamentales entre les deux principaux types de diabète. D'un côté, le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune qui apparaît plutôt jeune. Le corps détruit ses propres cellules bêta, donc il n'y a plus du tout ou très peu de production d'insuline. De l'autre côté, le diabète de type 2, qui est beaucoup plus fréquent. Lui, il est lié au mode de vie, à une résistance progressive des cellules à l'action d'insuline. Pour mettre les choses en perspective, il faut savoir que le diabète de type 1, même si on en parle beaucoup, ne représente qu'environ 10% des cas de diabète. La très grande majorité des personnes diabétiques souffrent en réalité d'un diabète de type 2. Cette histoire d'insulinorésistance, c'est vraiment le cœur du problème dans le diabète de type 2. Imaginez que l'insuline crie un ordre, mais que les cellules cibles sont devenues dures d'oreille. Le signal est bien là. D'ailleurs, le pancréas en produit de plus en plus pour essayer de compenser. Mais la réponse, elle, est très faible. La communication hormonale ne se fait plus correctement. Allez, on passe à la pratique. On se met en condition comme si on était le jour de l'épreuve du baccalauréat. On va voir comment mobiliser toutes ces connaissances pour analyser un document scientifique et construire un raisonnement rigoureux. C'est ça la compétence clé qui est évaluée. Voilà un document typique du bac, un graphique avec des résultats d'expérience. Ici, on mesure l'entrée de glucose dans des cellules musculaires, une fois sans insuline et une fois avec. La toute première étape, c'est simple. On lit et on décrit précisément ce qu'on voit, sans interpréter tout de suite. Et ça illustre parfaitement la méthode en 3 temps qu'on attend de vous à l'examen. D'abord, l'analyse des données, c'est l'étape « je vois que ». Je vois que sans insuline, l'absorption est de 0,10 mg g-min. Avec insuline, elle passe à 0,18, ce qui fait une augmentation de 80%. Ensuite, l'interprétation, c'est le « je sais que ». Je sais, d'après mon cours, que l'insuline est une hormone hypoglycémiante qui agit sur les cellules musculaires. Et enfin, la conclusion, le « j'en déduis que ». J'en déduis donc que ce document prouve le rôle de l'insuline pour stimuler l'entrée du glucose dans les cellules. C'est cette démarche logique qui fait toute la différence. Bon, pour finir, on fait un petit récap rapide des notions vraiment incontournables sur ce chapitre. C'est le moment de vérifier que tout est bien clair dans votre tête pour vos fiches de révision. D'abord, la glycémie. C'est quoi? C'est tout simplement la concentration de glucose dans le sang. C'est la variable que le corps cherche à maintenir constante, autour d'une valeur de consigne d'environ 1 g par litre. Ensuite, l'insuline. C'est l'hormone de l'abondance, l'hormone hypoglycémiante. Elle est sécrétée après un repas et elle donne l'ordre aux cellules de capter et de stocker le glucose qui est en trop dans le sang. Et enfin, le glucagon, c'est son opposé, son antagoniste. C'est l'hormone du jeûne, l'hormone hyperglycémiante. Elle ordonne au foie d'aller puiser dans ses réserves pour libérer du glucose et éviter l'hypoglycémie. Et pour terminer, une petite question d'ouverture pour développer votre esprit critique. On a vu ensemble un système de régulation qui est incroyablement précis et efficace. Mais demandez-vous, comment est-ce que nos modes de vie modernes, avec la sédentarité, une alimentation souvent ultra transformée et très riche en sucre, comment est-ce qu'ils mettent ce système à rude épreuve jour après jour? C'est un enjeu de santé publique énorme qui va bien au-delà du diabète et qui nous concerne tous. Voilà, si ce format vous a aidé à préparer la spécialité SVT, vous connaissez la chanson, pensez à liker, à vous abonner et à partager à vos camarades. Bon courage pour vos révisions.